S'il y a bien une série qui a marqué les années 2010, c'est bien Game of Thrones. Et s'il y a bien une œuvre qui a déçu par sa fin, c'est bien Game of Thrones. On peut dire que c'est une série qui a soufflé le chaud et le froid. Donc quand son préquel House of the Dragon a été annoncé, il y avait un mélange de pourquoi et de pourquoi pas, mais surtout de on s'en fout. Un énorme héritage avec d'énormes attentes tout en ayant l'ombre d'une fin ratée sur le dos. Voilà ce que devait assumer House of the Dragon. Et à l'aube de la seconde saison, nous allons voir si le trône brisé a été reconquis. Bon, j'ai déjà mis bien en avant que House of the Dragon a un lourd héritage à porter. Mais dans les faits, être dans les traces de Game of Thrones, ça veut dire quoi en termes d'attente ? Être à la hauteur en termes d'intrigue politique avec des personnages complexes et intelligents, tout ça dans une fresque cohérente retranscrite magnifiquement à l'écran avec des effets spéciaux du feu de Dieu pour la télévision et une mise en scène de haute maestria, tout ça avec une des OST les plus marquantes du petit écran. Rien que ça. Bon, on oubliera que la fin de la série, et même un peu avant, n'aura pas tenu ses promesses. On est quand même face à un monument de la pop culture des années 2010. Et House of the Dragon doit être au moins à ce niveau pour ne pas décevoir encore une fois et enterrer cet univers pour le grand public. On a donc jarté Dumb and Dumber, repris une bonne partie des équipes de production de Game of Thrones, et on se replonge dans l'univers de George R.R. Martin avec cette fois une histoire qui a un début, un milieu et une fin. Et est-ce que cette première saison a été qualitative ? Oh putain oui. Bon, parlons d'abord de l'intrigue. On a ici une adaptation du roman Feu et Sang qui retrace l'histoire de la dynastie des Targaryens, celle-là même dont vient Daenerys dans Game of Thrones, et plus exactement l'époque de la danse des dragons. Bon, niveau intrigue politique, les guerres de succession en général ça marche bien. Et là on ne déroge pas à la règle, bien au contraire. Mariage, trahison, meurtre, complot, on est toujours dans le même univers qui nous avait conquis, et avec ces mécanismes cohérents et non manichéens, qui font que, non, ce n'est pas toujours le juste qui gagne à la fin. On est vraiment en terrain inconnu, et ce n'est pas pour nous déplaire. Spécificité de la saison 1, celle-ci est parsemée d'ellipses temporelles, plus ou moins longues. Ça va de quelques mois à 10 putains d'années. Alors, là où certains s'en sont plaints, car un peu perdus, je pense qu'elle a beaucoup aidé à installer beaucoup d'éléments de la série. Je vous ai dit que les intrigues politiques et familiales sont au cœur du récit, et quoi de mieux pour leur ajouter du poids dans les enjeux que de voir cette famille évoluer, s'agrandir, se rapprocher et s'entre-déchirer d'autant plus fort. Bon, il y a un autre élément qui rajoute du piquant, mais on en reparlera plus tard. Mais dans les faits, voir ces personnages évoluer, vieillir, avoir des enfants, sombrer dans le déclin, sans que cela passe par 12 saisons chiantes, implique ces ellipses pour arriver à la tension maximale qu'est la fin de la saison 1. On se retrouve vraiment à suivre cette guerre telle une fresque historique, où l'on voit les personnages avancer d'étape en étape. Et parlons-en de ces personnages. On respecte ici l'écriture de George R.R. Martin, c'est-à-dire celle des bouquins et des premières saisons de Game of Thrones, où les personnages sont au centre du récit et non des fonctions de celui-ci. Je vais reprendre ces mots pour que ce soit plus clair. Quand il écrit ces histoires, il se pose la question « Que ferait donc ce personnage dans cette situation ?» En imaginer la résolution et ses conséquences, plutôt que de se dire « Je veux que ce personnage arrive dans cette situation », puis ensuite faire en sorte que celui-ci fasse ce qu'il faut pour y arriver. Ce sont des méthodes qui ont chacune leurs forces et leurs faiblesses, mais force est de constater que le Boog maîtrise plutôt bien sa technique, comme on a déjà pu le voir, et ce qui se vérifie encore une fois
dans House of the Dragon. Chaque personnage est bien défini dans ses forces, ses faiblesses, ses doutes, ses motivations, ses ambitions. Chaque décision et action de chacun d'entre eux est toujours cohérente avec ce que l'on sait du personnage. Ce qui ne l'amène pas forcément dans la bonne direction pour une résolution heureuse, loin de là. Puis, en plus, on a de la chance d'avoir des personnages qui ne sont pas débiles dans cette série, qui sont formidablement interprétés. Et je me dois de dire que ce sera toujours un scandale que Paddy Considine n'ait pas remporté d'Emmy pour ce qu'il nous a proposé dans ce rôle du roi Viserys. C'est d'ailleurs un personnage qui représente à lui seul toute la maestria de l'écriture de la série. Car on le suit vraiment toute la saison, avec les conséquences de ses décisions que l'on comprend tout du long, même si l'on sait que ce ne sont pas forcément toujours les bonnes. Là où il n'aurait pu être qu'un bis repetita du roi Baratheon de Game of Thrones que l'on finit par oublier, ici il n'en est rien. À un moment, on arrive à un épisode culminant avec des scènes incroyables, l'une figurant même dans mon panthéon personnel de l'histoire de la télévision, avec Viserys et son frère Daemon, qui restera dans les mémoires. Bon, et je dois faire un petit laïus sur le personnage de Daemon. Fin du laïus. Blague à part, que ce soit Rhaenyra, Otto, Viserys, Daemon, Alicent, tous sont incroyables. Non manichéens, plein de sens, et je félicite cette écriture en espérant qu'elle perdure pour toute la série. Bon, et comme dit plus tôt, il y a un truc plutôt pas mal pour rendre un conflit plus intense. Big fucking dragons! Enjeu narratif majeur de Game of Thrones, là, t'as le droit à la triple dose menu maxi best-of jumbo size dans House of the Dragon. Véritable bête féroce que l'on voit quand même assez régulièrement et qui représente un aspect différent que celui qu'on peut voir dans sa série aînée. À l'époque de Daenerys, les dragons sont des bêtes mythologiques dans un monde empreint de magie, utilisés de manière assez éparse. Là, quasi tous les membres de la famille et sa daronne, littéralement, ont un dragon et la magie est inexistante. Attention, on est dans le même univers, donc la magie et les White Walkers existaient techniquement, mais ils ne sont pas du tout abordés pour le moment. Mais bordel, ils font tellement le taf pour mettre de la tension dans les scènes où ils sont présents, et ça, c'est grâce à une mise en scène qui ne déçoit jamais. Nombre de choses sont racontées via la mise en scène, que ce soit dans les scènes de vie calmes ou les batailles. Très adepte du show don't tell dans la narration, la réalisation est aussi extrêmement léchée dans le choix des plans. Nombre de fois j'ai été bluffé à me dire « Mais quelle beauté !» face à ce que la série proposait. Et en plus, tout ça est accompagné des musiques de Ramin Djawadi. Dans la même veine de ce qu'il proposait pour Game of Thrones, il nous propose, comme d'habitude, des thèmes qui rajoutent vraiment une tension dans les scènes. Parfois, alors qu'il s'agit juste d'un personnage qui marche dans la salle du trône, oui, je lâcherai pas le morceau avec cette scène dont je vous parlais plus tôt, qui a le poids narratif, la mise en scène et les musiques qui la transportent et qui donnent la chair de poule. Bon, je n'ai pas tari d'éloges sur House of the Dragon, mais y a-t-il des défauts dans cette série ? Bon, on pourrait dire que pour le générique, ils ont repris celui de Game of Thrones. Avec des nouveaux visuels qui fonctionnent super bien. Ouais, on cherche quoi, voilà. Certains diraient que cette saison n'est qu'une introduction à la vraie série qui démarre avec la saison 2. Bah, je t'avoue, avec des introductions comme ça, on en veut tous les jours. Non, vraiment, on est vraiment sur un très grand cru de la télévision avec House of the Dragon. De la même manière que Game of Thrones a marqué dans les années 2010, je n'ai aucun doute que son héritière a la capacité de faire de même dans cette décennie. Sur tous les domaines, elle égale ou surpasse son aîné, croquant une bonne partie du fantastique pour se pencher plus sur une espèce de réalisme, la faisant passer dans une fresque historique incroyablement efficace. Comme je l'ai déjà dit, le trône de Game of Thrones est écrasant de poids à supporter. Pourtant,
House of the Dragon, dans sa première saison, tient les rênes à la perfection. La série sait où elle va, comment y aller, en nous proposant des personnages que l'on adore suivre à la manière de son aîné. Elle assume son héritage. Elle assume ce qu'elle est. Et surtout, elle a tous les moyens d'éviter d'arriver à la même finalité. Donc c'est pour ça que vraiment, House of the Dragon est une série qu'il faut que vous essayiez. Qu'il faut que vous découvriez. Même si vous n'avez pas vu Game of Thrones, vous pouvez vous jeter dedans. Si vous avez aimé Game of Thrones dans ses premières saisons, vous devez de vous jeter dedans. Tout porte à croire que le ciel est bleu en Westeros. Et vraiment, la succession au trône a l'air plus qu'assurée. Bon, j'ai essayé de faire une vidéo où vraiment je vous en révèle vraiment pas grand chose sur la série. Au cas où c'est des gens qui n'ont pas vu House of the Dragon saison 1 seraient tentés de se dire ah vas-y je vais tenter ma chance. Pour ceux qui l'ont déjà vu, j'espère que ça vous a peut-être un peu remis dans le bain pour la saison 2. En tout cas, moi j'ai hâte, on fera une review à la fin de la saison 2 pour parler un petit peu de voilà à chaud comment je l'ai vécu. N'hésitez pas à passer sur Twitch pour me voir parler de la série pendant les streams. Ça arrivera forcément. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux. Ça me fera terriblement plaisir. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous. À la prochaine.